Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Le Parti québécois qui réclame un débat d'urgence sur Nordvolt. Il y a la politique. Là, tout le monde veut parler de Nordvolt parce que tout le monde veut dire le gouvernement s'est planté. Est-ce qu'il y a utilité d'après toi? C'est intéressant parce qu'ils demandent à tenir un débat d'urgence parce qu'ils disent qu'il manque de transparence dans cette transaction-là, qu'on n'a pas l'ensemble des garanties que le gouvernement a reçues ou aurait demandé. Mais on assiste à un jeu de sémantique. Je sais pas si tu as remarqué ça hier, Mario. Là, il y a le PQ qui parle du pari de François Legault. Donc, ils disent qu'il a parié l'argent des contribuables. Le gouvernement parle d'un risque contrôlé. Et le gouvernement, en passant, je sais pas si tu vas remarquer peut-être, là, à chaque fois qu'il parle de Nordvolt, il ne parle pas juste de Nordvolt. Il rajoute toujours Volta, GM, Ford pour parler de toute la filière batterie. Ben oui. La filière batterie. Fait que on leur pose une question sur Nordvolt, ils vont répondre Nordvolt, GM, Volta et Ford pour mettre tout ça dans le même panier. Évidemment, on le sait. On a vu aussi le PQ demander le débat d'urgence, je le disais tout à l'heure, mais il s'inspire finalement de François Legault qui avait fait exactement la même chose en 2017 sur les investissements du gouvernement Couillard dans la C-Series de Bombardier. Il avait demandé un débat d'urgence pour connaître quelles sont les modalités que le gouvernement et quelles sont les garanties que le gouvernement a eues dans cet investissement-là. Mais je dois dire que le PQ ne s'inscrit pas dans la même logique que les autres partis d'opposition sur Nordvolt et je trouve leur positionnement, je dois le dire, hyper intéressant. Parce que eux, là, ils fustigent les libéraux en leur disant « Voyons donc que vous demandez d'utiliser le bloc réservé à Nordvolt pour les entreprises québécoises d'ici. Que vaudra la parole contractuelle du Québec si on fait ça? C'est absolument loufoque que le Parti libéral demande ça. » Mais en même temps, ça n'empêche pas le gouvernement d'avoir un devoir de transparence et de nous dire réellement qu'est-ce qu'on en a pour 710 millions de dollars. Alors, il fait d'une pierre deux coups, une petite pique aux libéraux, une petite pique au gouvernement. Puis je trouve qu'il se positionne très bien, donc pour Nordvolt, mais aussi pour la transparence, parce que les deux peuvent survivre en même temps. Ouais. Le grand problème du Parti québécois, j'en parlais un peu plus tôt à l'émission, c'est... Tu sais, quand ils laissent entendre que c'est un mauvais deal, que le gouvernement n'aurait pas obtenu les bonnes garanties ou se serait fait avoir, ou peu importe, les deux qui ont négocié, c'est François-Philippe Champagne puis Pierre Fitzgibbon. François-Philippe Champagne a passé sa vie dans le monde des affaires, Pierre Fitzgibbon a passé sa vie dans le monde des affaires. Tu sais, les 4 députés du PQ, on les aime bien, ils sont chacun dans leur sphère des gens compétents, tous des assez bons orateurs. Mais je veux dire, sincèrement, là, si t'avais des centaines de millions demain matin à aller faire négocier, si je te donne le choix entre un des 4 députés du PQ ou le duo Fitzgibbon-Champagne, tu prends qui, là? Ben là, c'est clair, là. Le duo Fitzgibbon-Champagne. C'est une notion de crédibilité. Là. Quand j'entends, tu sais, tout ce sous-entendu que là, ils se sont fait appeler, je dis peut-être qu'on a mal calculé les risques, peut-être... Mais je veux dire, François-Philippe Champagne puis Pierre Fitzgibbon, c'est quand même pas des gens nés de la dernière pluie, là, que tu imagines dans le monde des affaires qui se font tirer par le bout du nez puis que tu leur fais signer n'importe quoi puis ils sont pas capables de calculer les chiffres. Fait qu'il y a un point où il faut rester prudent dans le discours politique. Hey, je m'étais moqué aller-retour de la CAQ quand ils avaient paniqué l'hiver passé. Dans toute cette histoire, certainement pleine de maladresse, on avait invité un couple dans un souper de financement, un couple qui avait perdu leur fille d'un accident d'auto, puis c'était gênant. Mais plutôt que de s'excuser de ça, la CAQ avait dit, nous, là, si c'est ça, on n'offre plus de financement populaire. On n'en ramassera plus d'argent. Et effectivement, elle avait annoncé qu'il ne ramasserait plus d'argent. Il ne ferait plus de financement populaire. Il ne ramasserait plus des 10 piastres, des 50 piastres, des 100 piastres. Et moi, je me disais, mais c'est pas soutenable pour un parti politique. Ils vont vivre juste de fonds publics. Alors, ce qui devait arriver arriva, là. À moins d'un an plus tard, ils commencent à y réfléchir, là. Je pense que le banquier a appelé, mais tu sais, on était tous surpris de voir François Legault sortir la bazooka pour tuer la mouche, là, de dire finalement nous là, on ne touchera plus une scène de financement populaire. Et non seulement ça, on invite les partis d'opposition à faire de même. Puis là, les partis d'opposition, là, regardez, c'est toi qui as un problème avec tes cocktails de financement, c'est pas nous là, nous on va pas venir
arrêter le financement populaire parce que vous n'êtes pas capable de gérer les communications de vos députés avec les potentiels donateurs. Pensez faire du judo avec ça, mais finalement, il a juste perdu $1 million de financement populaire. Là, de gens qui étaient prêts à donner, ben, qui disaient « On ne veut plus ton argent. » On n'en veut plus. Et là, tout d'un coup, maintenant que la commissaire à l'éthique, Ariane Mignollet, a blanchi le député Toin et qu'elle a dit qu'elle allait émettre des lignes directrices concernant ces activités-là, là, on a la direction de la CAQ qui dit, on va proposer à François Legault de rouvrir le financement populaire. Honnêtement, c'était une mauvaise décision à la base. C'est l'aveu pour moi que la décision était irréfléchi, précipité, pas attaché et complètement inutile. Parce que $100, là, c'est le maximum qu'on peut donner dans un cocktail de financement, dans une activité de financement, c'est $100. Il n'y a pas grand-chose que tu peux influencer ou acheter pour 100 piastres. Mais là-dessus, on a tout dit là, sur la CAQ, l'improvisation et la non-pertinence de cette décision. Mais nous aussi, les médias, il va falloir qu'on retombe sur terre. Là. Parce que nous, parfois, je dis nous, je m'inclus pas moi, là, mais les médias laissent entendre au peuple que les partis politiques se font acheter pour 100 piastres, là. On laisse entendre ça. Quelqu'un est allé à un cocktail de financement, il a payé 100 piastres, puis le sous-entendu que s'il a payé 100 piastres pour aller d'un souper du Parti libéral, si l'année prochaine, il a besoin d'une subvention de 100 millions, là, le ministre a les mains attachées, il peut plus lui dire non parce que le type est allé manger du spaghetti pour 100 piastres, que tu lui donnerais n'importe quoi, tu lui donnerais un programme illégalement, mais faut que nous autres, on arrête d'être fous, là, tu sais, qu'on remette les choses en perspective. Les partis politiques sont déjà financés à 85-90% du fonds public, en ramassent un petit peu de grenaille de fonds privés, mais c'est quasiment antidémocratique. C'est ce que la CAQ disait d'interdire aux gens de donner, là, dans toutes les démocraties de la Terre, toutes les démocraties de la planète, faire un don, oui, voter, c'est un geste démocratique, mais donner son opinion, c'est un geste démocratique, mais faire un don pour encourager un parti qui respecte tes convictions, qui va dans le sens, t'es souverainiste, t'es anti-souverainiste, t'es à gauche, t'es à droite, tu veux que ça s'exprime politiquement, donner quelques dollars, mais c'est un geste démocratique de base, là. C'est un geste de militantisme, de croire en quelque chose, de dire, tu sais quoi, moi, je vais voter aussi avec mon argent parce que ça fonctionne aussi. Mais il faut vraiment arrêter de dire qu'on peut acheter les politiciens avec des donations politiques. C'est plus possible. À $100, là, on l'a capé à $100. $100, là, il n'y a pas un ministre qui va plier, il n'y a pas un ministre qui va changer sa décision parce qu'il a reçu 100 pièces ou 200 pièces d'une famille ou d'une corporation. Les corporations peuvent pas donner, mais d'un chef d'entreprise. Honnêtement, je pense que le gouvernement fait la bonne chose, la CAQ fait la bonne chose de reculer parce que ça enlève ce stigma-là sur les donations. Là, c'est de dire, regarde, ça fait partie de la vie démocratique que de solliciter des dons auprès des citoyens, auprès des militants, auprès de ceux qui nous soutiennent dans notre action politique. Faut continuer à favoriser ça. Et finalement, député conservateur, en fait, c'est tout ce que Pierre Poilievre veut pas, lui qui a pris une position quand même simple et claire sur la question de l'avortement, qui, je pense, est sa position personnelle, mais là, un de ses députés qu'on connaît pas, je l'avais jamais entendu parler, qui s'est ramassé aux États-Unis, conférencier accueilli par une église pro-vie très, très militante. Il s'appelle Jérémy Padser, c'est un député conservateur de la Saskatchewan, et il est allé à ce congrès-là de cette église créationniste, pas comme fidèle, là, pas comme simple citoyen qui croit en cette église, mais comme député canadien. Là. C'est comme ça qu'il est présenté, c'est pour ça qu'il a pris la parole dans ce congrès-là. C'était en juin 2023. D'ailleurs, l'église a payé tous les frais de son voyage. Ça, j'ai déjà un problème avec ça. Moi aussi. Mais là, on se dit, imagine à l'instant s'il y avait un député d'une autre confession qui était allé dans un congrès religieux quelque part dans le monde où on parle de la place de la femme, qu'elle doit obéir à son époux, qu'on doit la voiler, par exemple. Comment on aurait réagi? On aurait probablement trouvé ça absolument inacceptable, avec raison, parce que ça l'est. C'est la même chose. Le gars est parti dans une église où on dit que les femmes doivent retrouver les rôles traditionnels de genre. Il favorise le rôle traditionnel des genres, absolument anti-avortement. Je pense qu'il y a ici un problème d'un point de vue démocratique, là, de dire que quelqu'un qui vient pousser un agenda religieux à la Chambre des communes,
ça donne une patate chaude politiquement pour Pierre Poilievre, parce qu'il fait quoi avec ce député-là? Il l'exclut du caucus, il dit OK, tu vas pas déposer de pièces législatives encadrant l'avortement. Une question qui va vite se poser, c'est on n'a plus de temps, mais une question qui va vite se poser, c'est est-ce que c'est un voyage autorisé? Parce que généralement, les députés, si t'es comme en mission pour aller prononcer une conférence, tu peux avoir demandé une permission au bureau du whip. Peut-être qu'il l'a pas fait, c'est pas obligatoire. Le gars, il est libre, il peut acheter un billet d'avion puis il part, les personnes qui le retiennent. Mais est-ce que c'est un voyage qui avait été autorisé, là, officiellement, d'être là en tant que député, représentant le parti? Est-ce que c'est un voyage qui avait été autorisé? Moi, je pense que la question va se poser. J'espère que la question va se poser puis qu'on va avoir des réponses là-dessus. Puis j'ai hâte d'entendre Pierre Poilievre nous parler des rôles traditionnels de genre. Il me semble que ça serait intéressant à entendre comment lui il trouve ça, que son représentant aille en parler là. Bon, retourne à la cuisine, là. Ta chronique est finie. Ça. Retourne faire ton ménage. Ma chronique est finie. Retourne faire ton ménage. Je m'en vais laver ma vaisselle. Bon, parle-moi de ça. Salut, à demain. Bye bye. Une autre vision de l'actualité.